Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être parmi nous. On est ravis que nous avons été de nouveau invités au Collège des gynécos français pour cet après-midi. Pendant longtemps, Gynécologie sans frontières animait souvent le dernier après-midi la gynéco du monde et on vient de reprendre donc le relais. Et on va vous présenter 2 sessions cet après-midi. Alors, il y a eu des petits changements dans les modérateurs, ce n'est pas très grave, car le plus important, c'est les orateurs qui sont là. La plupart des orateurs sont des membres actifs de Gynécologie sans frontières, et on a le grand plaisir donc de vous accueillir. La première session est sur le thème des femmes en détresse exilées en France. Comment on les prend en soin en 2022. Richard Bédoc, qui est gynécologue à Paris, modérera, ainsi que moi-même, je suis Serge Boyer, je suis gynéco du Midi. Donc 4 sujets vont être abordés et on va démarrer tout de suite donc avec la première intervention faite par Richard Bédoc sur prendre soin d'une femme migrante, le bénéfice de la découverte de l'interculturalité en maternité. Vous verrez que c'est un sujet tout à fait passionnant. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être ici pour cette session. On va démarrer avec une session consacrée, un topo consacré à l'interculturalité à l'hôpital. Et je vais essayer de vous exposer à quel point cette démarche, elle me semble aussi intéressante que nécessaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le concept de transculturalité et santé? Eh bien, c'est considérer que l'impact de la langue et de la culture dans la représentation de la maladie, c'est ça qui va permettre ou pas la réalisation du projet de soins. Et on sait différentes choses. La transparence psychique de la grossesse, on la connaît, c'est le fait que quand une femme est enceinte, elle va être plus perméable à toutes les démarches de soins, notamment en santé mentale. Et bien pour la dynamique de la culturalité, c'est la même chose. Et que ces femmes qui ont un contexte de venue, de migration, qui les expose à des éléments douloureux, eh bien, le temps de la grossesse, contrairement à certaines idées reçues qui disent « mince, en plus de ça, elle est enceinte », eh bien non, la grossesse, ça va être un temps pendant lequel on va pouvoir vraiment mettre en place des structures d'accompagnement, d'étayage pour la suite. Et c'est à nous, soignants, justement, de profiter, entre guillemets, de cette séquence-là pour s'occuper de ces femmes-là. Et un mot concernant, toujours dans la définition de la transculturalité, la culture, pour nous tous, donc notre culture de caucasiens, les cultures de toutes les femmes qui viennent, c'est un processus qui est dynamique et c'est un processus qui va changer pendant toute la vie. Donc quand on utilise le terme de dire oui, la culture de cette personne qui vient du Bangladesh par exemple, eh bien en fait, il faut bien avoir à l'esprit que c'est une culture qu'on va découvrir, mais qui va évoluer elle-même, elle va être mouvante. Les gens ne restent pas, nous ne restons pas figés dans nos connaissances, nos compétences, notre culture. Et c'est en étant pénétré de cette certitude-là qu'on peut se dire que bien sûr que les cultures, elles vont se rencontrer, elles vont se mêler, elles vont s'enrichir, il va y avoir une vraie communication qui peut se mettre en place. Et que quand, dans la démarche du soin, on voit qu'on est dans une situation de blocage, et que ce blocage de soins, exemple, on va devoir faire une césarienne à cette dame qui n'entend absolument pas accoucher autrement que par les voies naturelles, et bien quand on se dit que le frein au projet thérapeutique, ça peut être un frein culturel, et bien plutôt que de considérer cette attitude-là comme un veto, un refus, il faut plutôt se dire il y a quelque chose à débriefer, à remettre au clair, de façon à avancer. Et que la médiation transculturelle, dans son sens large, c'est ça qui va nous permettre d'aller au-delà de ces stéréotypes et d'avancer. Alors un petit mot pour rappeler que la population migrante elle est importante et qu'on a 7 millions d'immigrés en France et que cette
population immigrée, elle est soit de nationalité française parce qu'on a acquis la naturalisation, l'INSEE en quantifie 2,5 millions, et 4,5 millions qui sont pas de nationalité française. Et au-delà de ces chiffres quantitatifs, je vous ai mis une petite dia qui rappelle les nationalités, la répartition, le top 3 des nationalités des premières demandes d'asile. Et vous allez voir à quel point elles sont hétérogènes. Vous voyez, c'est les 4 dernières années. Le trio, c'était l'Albanie, l'Afghanistan, l'Haïti, puis la Guinée, puis la Géorgie, puis la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je vous exprime ici? Eh bien, c'est que, en fonction des années, il n'y a pas des modes migratoires, mais il y a des situations géographiques locales qui font que les vagues migratoires, elles vont évoluer. Et que quand nous, en réaction, nous, soignants de terrain, on s'organise pour pouvoir accueillir tantôt cette population albanaise, eh bien, l'année suivante, ça va être une autre population qu'on va recevoir. Donc, il y a une plasticité à avoir pour justement accueillir correctement ces populations. Et l'autre élément que je voulais noter, c'est que parmi toutes ces populations étrangères, eh bien, on va avoir des populations francophones, des populations anglophones, des musulmans, des hindous, des personnes dont l'alphabet est le même que le nôtre, des personnes dont l'alphabet n'est pas du tout le nôtre. Et ça, c'est important parce que ça va renvoyer à conceptualiser un petit peu toutes ces difficultés qui vont faire que la démarche de soins, elle va être particulièrement difficile pour ne serait-ce que comprendre un trajet, par exemple, pour aller en consultation. Ça peut être un truc de dingue. Imaginez-vous dans le métro moscovite avec l'alphabet cyrillique qui vous donne une direction. C'est comme si, j'allais dire que c'était comme si c'était du chinois. On ne comprend pas. Et du coup, arriver à l'heure au rendez-vous prévu, ça va être une vraie difficulté. Donc c'est là encore à notre place de soignant de nous adapter et de se dire merde, disons, j'ai déjà 1 heure de retard, celle-là elle est même pas là, elle en a rien à foutre du soin. Non, il y a une explication qui peut expliquer ce retard. Donc il faut être bienveillant là-dessus. Et c'est d'autant plus important de connaître ces femmes-là qu'on sait qu'on les soigne pas bien. Le dernier rapport du Comité national d'études pour la mortalité maternelle nous dit que le risque relatif d'être migrante dans la mortalité maternelle, c'est 2 fois 2,8. Donc on a un véritable problème médical là-dessus. Et les données épidémiologiques, elles nous disent que plus de 20% des femmes sont issues de femmes nées à l'étranger. 10% des naissances en France, les 2 parents sont nés à l'étranger. Et les études, là encore, au-delà de la mortalité maternelle, elles nous montrent bien que les violences obstétricales, tant physiques que psychiques, elles sont aussi, j'allais dire surtout, liées à l'incompréhension du projet de soins. On ne se comprend pas, on ne peut pas soigner correctement. Le soin pour les soigner est vécu parfois comme un diktat, et le soignant aussi n'est pas bien. Et on a tous été mal à l'aise, parce qu'on savait que, j'allais dire, on faisait de la merde. On fait un soin qui n'est pas compris, qui est vécu comme un soin subi, et on n'est pas fier de faire ça. Et que c'est du coup une espèce de relation de double violence, et pour le soigné et pour le soignant, qui explique toutes les réticences, toutes les difficultés qu'on a à soigner de façon correcte ces populations migrantes. Et c'est pour ça que j'écris qu'il est important de réfléchir et de mettre en place enfin une organisation structurée d'accueil des migrantes qui accouchent en France. Un dernier point pour enfoncer le clou, c'est Elie Azria, qui est patron de la maternité de Saint-Joseph, qui dirige une étude qui essaye d'expliquer pourquoi ces populations migrantes reçoivent des soins qu'on pourrait qualifier de suboptimaux. Eh bien, une des raisons, c'est qu'au-delà de ces erreurs, ces fautes individuelles, on a mal soigné comme ça, nous en direct, eh bien peut-être qu'il y a une composante systémique qui explique que de façon systémique, on accueille, on gère moins bien ces populations migrantes. Et il y a une grosse étude qui est en train d'être faite, avec 3 volets, un volet épidémio. Donc là, celui-là, il est réglé. Vous avez vu, avec l'étude de la mortalité maternelle, on voit que les migrantes, elles ont plus de complications maternelles graves. Et des volets sociologiques et quantitatifs avec des interrogatoires, des enregistrements vidéo de consultation, de consultes d'ANES, ou de consultation ou de sages-femmes, avec le comportement qu'ont les soignants vis-à-vis de ces migrantes, pour essayer de trouver des pistes, pour essayer de se dire peut-être que le cadre systémique dans lequel on travaille a lui aussi
une dimension de violence. Et au-delà de ce constat, c'est de mettre en place les bons outils qui nous permettront de mieux accueillir, mieux gérer ces femmes migrantes. Alors voilà l'exemple qu'on a mis en place. Donc moi je suis obstétricien à la maternité des Diaconesses à Paris et administrateur de GSF. Et en 2016, donc le CHU d'Ivry, donc c'est pas le centre hospitalier universitaire, mais c'est le centre d'hébergement d'urgence pour migrants d'Ivry-sur-Seine, qui a ouvert. On a participé à la conception de ce centre. Et dans ce centre, au-delà de l'hébergement de ces personnes qui étaient en exil et en demande d'asile, eh bien, on a ouvert un centre de santé dans lequel on a démarré des consultations GSF. Vous voyez les petites photos qu'on voit là, c'est le cabinet de consultation. On faisait 2 consultations par semaine. Et en accompagnant ces migrantes qui étaient hébergées à Ivry, eh bien, certaines étaient enceintes. Du coup, avec la PMI de Paris et avec l'assistance publique, on a mis en place un lien, une connexion pour que ces femmes qui étaient hébergées à Ivry viennent accoucher dans les maternités de l'AP-HP. Et j'en ai profité, au Diaconesse, c'est un établissement sanitaire privé d'intérêt collectif, un ESPIC, pour justement rajouter une filière pour qu'elles puissent, ces femmes-là, accoucher dans notre service. Et ce qu'on a mis en place au Diaconesse, c'était un projet original que j'ai baptisé « Naître ailleurs » et qui était financé par Sanofi pour essayer de mettre le cadre qui nous permette d'accueillir ces femmes migrantes d'une façon différente, d'une façon pensée, structurée, plus bienveillante. Avec 3 points majeurs qui étaient à mettre en place. Le premier, le plus important, ce sont les ressources de traduction. Pour soigner correctement, il faut qu'on se comprenne. Et on se comprend avec un traducteur, dont c'est le métier, qui fait ça professionnellement. Le deuxième point, c'est tout un volant de sensibilisation des équipes soignantes à la transculturalité pour expliquer un petit peu, expliquer les représentations, essayer justement de lutter contre ces petits biais systémiques qui étaient évoqués dans l'étude de BIP que je vous évoquais. Et le troisième point, c'était l'accessibilité aux soins. Et on sait bien ça en médecine humanitaire, qu'on peut faire la meilleure structure sanitaire possible. Si les gens ne peuvent pas y accéder, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Eh bien, en France, c'est la même chose. Il va falloir se préoccuper de l'acheminement, du trajet, du financement du trajet, de comment y aller, etc. Alors, les ressources de traduction, je vous ai dit, c'est une nécessité qui est systématique. Ce que j'entends par professionnel, c'est que très souvent, dans nos hôpitaux, on a un annuaire avec des soignants. On se dit, mais dis donc, lui là, Yuri, il parle russe là? Oui, ah bah tiens, justement, j'ai une russe, il est là ou pas? Ah bah, il va peut-être vouloir venir faire le traducteur, ou alors ça sur toutes les langues. En fait, c'est sympa cette démarche-là, d'avoir des annuaires internes, mais en fait, c'est pas opérationnel du tout, parce que il faut que le jour J, au moment où la consulte a lieu, il y a un traducteur qui soit présent de façon certaine. Et puis, ce n'est pas un traducteur, comme pour nous, sur des traductions anglophones, qui soit un peu, on comprend l'idée globale, mais imaginez, si ça ne vous est pas déjà arrivé, d'aller à Londres et expliquer que vous avez un petit érythème de la fesse gauche qui vous brûle un petit peu, etc. Et toute cette finesse sémantique avec laquelle on peut décrire des symptômes, quand on parle pas bien la langue, ça disparaît. Donc c'est important d'avoir une traduction systématique et professionnelle. Et l'intérêt d'utiliser des traducteurs, par exemple, j'ai nommé la ISM, Interservice Migrants, eh bien c'est qu'en plus d'avoir cette fonction de traduction, les gens qui y travaillent, ils vont avoir aussi une fonction de médiateur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous dire, en plus, ben voilà ce qu'elle vous dit, voilà ce que ça signifie dans sa culture à elle. Évidemment, tout ceci coûte des sous, donc nous, on était financés par la Fondation Sanofi, je vous l'ai dit, mais ça veut dire que dans les hôpitaux, quand on met en place cette démarche de sollicitation systématique d'un traducteur, eh bien, il va falloir le financer, et que ça, c'est un élément nécessaire. La dynamique institutionnelle de formation, on l'a faite dans le service, en formant à la transculturalité sur plusieurs journées, tout un pool de personnes. Ce ne sont pas que les soignants. On a mis les secrétaires, les psychologues, l'assistante sociale, l'hôtesse d'accueil, les cadres, le chef de service, les pédiatres, sages-femmes, anesthésistes, obstétriciens. Pour essayer d'avoir une espèce de vraie dynamique, on était entouré par le centre Babel, qui est le centre de médiation transculturelle.
et la maison de Solène à Paris. Et il y a une étude de l'INSERM qui a été menée, dont on va avoir les résultats, qui nous a évalués, nous, pour essayer de voir un peu comment on changeait nos représentations vis-à-vis des étrangers dans le cadre de cette formation-là. Le troisième point, c'est ce que je vous expliquais sur l'acheminement aux soins. Et évidemment que quand le rendez-vous n'est pas honoré, vous savez, maintenant on a des logiciels où on dit rendez-vous non honoré, bloquer ce truc-là. Non, ça n'a absolument pas de sens. Il faut avoir de la bienveillance et de la compréhension. Ce sont des personnes qui très souvent ne peuvent pas, c'est structurellement impossible d'arriver à l'heure. Alors la déclinaison pratique de ces soins, eh bien, c'est soit lors du temps de suivi de grossesse standard, soit lors des temps hospitaliers. Alors l'entretien prénatal précoce. On sait que c'est une recommandation systématique et vous savez bien qu'en gros, on n'a pas un quart des femmes enceintes qui ont cet entretien prénatal précoce. Donc, je ne sais pas comment vous faites dans vos maternités, mais nous, on essaye de se dire « Ah, cette femme-là, elle a vraiment un bon intérêt à avoir cet entretien prénatal précoce ». Il me semble que ces femmes migrantes sont une excellente patientèle pour faire justement cet entretien prénatal précoce. Et évidemment que cet entretien qui dépiste les vulnérabilités médico-psychosociales, elle va se faire avec un traducteur. Lors du suivi de grossesse, pareil, il va falloir qu'un traducteur soit présent lors des consultations. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vous avez un numéro de téléphone à l'ISM, vous dites le code de votre hôpital, ploc, vous mettez un haut-parleur et vous parlez. Et vous faites votre consultation tranquille, sereine, avec des gens qui se comprennent. Alors sur la consultation, c'est simple. Sur l'échographie, par exemple, c'est bien plus difficile. Expliquer en live une échographie, je le fais, hein, je l'ai fait plusieurs fois, c'est assez difficile. Hein. Dire que la visualisation de la vésicule biliaire, quand elle ne se fait pas, c'est un signe éventuel de mucoviscidose. Comme ça, dit en direct, comme ça, avec une patiente, ça prend un petit peu de temps. Donc évidemment qu'il n'y a pas de bonne solution par rapport à ça, mais on peut... tout ce qu'on peut faire pour mieux faire comprendre les examens qu'on fait est vertueux. On ne le fera pas parfaitement, mais c'est mieux que rien du tout. Lors du diagnostic anténatal, juste un petit mot là-dessus, c'est quelque chose de capital. Hein, souvenez-vous, quand on propose le dépistage pour la trisomie 21, dont la proposition est aussi systématique, il faut informer pour avoir un consentement éclairé. Alors, informer sur la stratégie de dépistage pour la trisomie 21, c'est pas simple et ça prend du temps. On manque de documents. Et on est en train de travailler là-dessus pour essayer d'avoir des documents avec des pictogrammes, avec des documents traduits, mais le petit formulaire d'information à signer pour le dépistage de la trisomie, on l'attend en multilangue. Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, ça c'est vraiment à mon sens un temps parfait, simple, pour mettre en place justement cet accompagnement de la grossesse et préparer l'accouchement. Parce qu'il suffit de se faire une petite table, un petit tour de table, avec un traducteur et des femmes qui parlent la même langue. On fait des groupes pour ça, et on déroule l'une après l'autre. Avez-vous des enfants? Comment se sont passés vos accouchements? Comment s'appellent vos enfants? Très bien. La suivante, etc. Et quand elles ont mutualisé les expériences, déjà, il y a plein de choses qui se sont échangées, qui se sont dites entre elles. Et que par exemple, quand une femme va dire « Tiens, moi, on m'a parlé de la péridurale, j'ai peur d'être paralysée et de plus jamais marcher », et quand on sait qu'on avait demandé à la femme juste avant de nous raconter cet accouchement et qu'elle nous dit qu'elle a eu une césarienne, le plus souvent, elle va avoir été faite sous le co-régional, et du coup, on va lui dire « Madame, vous êtes paralysée après votre péridurale ?» Non. Et du coup, les femmes vont se rendre compte, elles vont échanger, mutualiser leurs expériences, et ça va être quelque chose de très vertueux. Alors voici quelques photos des femmes qu'on a accueillies dans notre maternité. J'aime bien la photo de ce petit là, avec le trait de col qui était un petit peu trop marqué. Un mot sur le projet de naissance. Je pense que vous avez tous chez vous des projets de naissance qui fleurissent. Nous, au DIAC, on les accueille avec sérénité et bienveillance. On les discute et puis c'est toujours très bien. C'est toujours un prétexte à discussion. Et bien là aussi, pour ces populations migrantes, le projet de naissance, il va être particulièrement intéressant parce que ça va vraiment être une base, une source d'échange, de discussion qu'on va pouvoir avoir et qui vont être l'occasion justement de préparer l'accouchement, le post-accouchement, et ça va être une bonne amorce des suites de naissance pour justement
constater qu'on peut mobiliser des gens, on peut mobiliser un réseau social, on peut le tissu social des gens qui sont à côté de ces familles, comment on peut bien s'articuler avec la PMI, comment on peut essayer de faire un aéropage de personnes qui vont accompagner ces femmes enceintes. Pareil, lors du séjour hospitalier, il faut se détendre sur la présence des enfants, le rythme des visites. Alors ça, c'est pas très Covid-friendly ce que je vous dis, mais c'est important. On s'adapte dans ces situations particulières. Ça vaut le coup, c'est nécessaire de faire plus pour justement transformer cette expérience d'accouchement, d'accès à la parentalité avec le plus de bienveillance possible. Et le réseau Ville-Hôpital, il va être tout à fait capital. Un petit mot sur la médiation transculturelle. La médiation transculturelle, c'est un dispositif qui va être de résoudre l'obstacle aux soins thérapeutiques, l'obstacle dur. Exemple, refus de diagnostic, une discussion de diagnostic anténatal. On met en place, on a dépisté une pathologie qui entre dans le champ des interruptions médicales de grossesse. Discussion autour de ça, c'est important de faire une discussion comprise, claire, étayée. Eh bien, la médiation transculturelle, c'est un dispositif qui nous permet, avec un thérapeute principal, d'organiser la discussion avec la famille, les patients et l'ensemble de l'équipe soignante, et qui va nous permettre de discuter, de désosser complètement le dossier et d'échanger d'une façon particulière qui va permettre de donner toute l'information aux familles, et les familles vont comprendre le souci médical, le projet médical, y répondre. Et dans ce contexte-là, on va co-construire un projet de soins et on va trouver des solutions. Et c'est quelque chose d'assez vertueux pour les situations qui sont complètement enlisées. Je peux vous donner des exemples. J'ai en tête le souvenir d'une jeune femme pour laquelle la médiation transculturelle, la raison était qu'elle ne voulait pas soigner sa fille séropositive. Elle ne voulait plus lui donner la ZT. Et c'était un blocage. Du coup, le service qui l'avait hospitalisé évoquait un signalement à l'ASE et un placement de cet enfant. Et c'est avec une médiation transculturelle qu'en fait, on a appris plein de choses, à savoir qu'elle doutait de la réalité, de la véracité de cette sérologie VIH+, qu'elle en doutait. On a discuté un petit peu, et accessoirement, le fin mot de l'histoire, c'était que le sirop était assez amer et que la petite Rose, elle n'aimait pas trop le bouffer, son sirop d'AZT. Du coup, on a changé de goût et histoire terminée. Mais voyez que comment l'alliance thérapeutique, elle peut s'expliquer par des choses qui vraiment méritent de s'attarder pour justement essayer de trouver le projet de soins qui convient le mieux. Un autre exemple de discussion dans le post-accouchement, l'arbre à palabres, qui va être une discussion à plusieurs dans le post-accouchement où on va mutualiser les expériences, on fait revenir après l'accouchement à la maternité dans des salles ces familles. Alors ça peut être aussi translangue, il suffira d'aménager un petit peu des traductions un peu particulières, et les échanges de ces femmes, de ces familles-là vont être des situations tout à fait intéressantes. J'accélère parce que je sens que je suis à la bourre, même si Serge ne me dit rien. Des situations exemplaires. Madame Naka, une japonaise qui a accouché dans notre maternité. Au Japon, on donne un morceau de cordon ombilical au nouveau-né et que c'est un porte-bonheur pour les enfants. Donc ne soyez pas étonnés à avoir ces demandes-là de la part de familles qui vont demander ce petit morceau. Alors au Japon, ça se met dans des petites boîtes qu'on remet aux familles. Alors si vous n'avez jamais été confronté à ça, donner des morceaux de placenta, donner des produits sanguins, ça expose à des soucis un petit peu particuliers, notamment vis-à-vis du risque infectieux. Mais ça aussi, ça s'organise. On ne va pas donner le placenta complet avec les 200 ml de sang dedans. On peut donner un petit morceau de cordon symbolique qu'on met dans un petit pot. Je pense que le risque de transmission de maladies infectieuses dans ce contexte-là, il est quand même très faible et on accède à la demande de cette famille-là. Madame Dier, la mise au sein précoce, le colostrum, il y a pas mal de représentations chez les Africaines. Le colostrum, c'est un mauvais lait. Il ne faut pas le donner. Donc, ce n'est pas qu'elle ne veut pas allaiter au sein, c'est juste que le colostrum, elle ne va pas le donner et elle va allaiter à J2. Donc, ce n'est pas la peine de lui prendre la tête avec les bienfaits de l'allaitement maternel.
Un autre cas, tout ça c'est des cas de la maternité, d'une femme qui n'allait pas en réanimation néonatale. Et du coup, l'équipe de réa néonate se demandait, mais en fait elle ne s'intéresse pas à son enfant, on a un vrai problème d'attachement. Et en fait l'explication c'est que cette femme, elle attendait qu'on lui dise venez en réa pour voir votre enfant. Donc il y avait en fait une politesse qui expliquait que elle attendait qu'on lui dise de venir pour y aller. Mme Val qui était très chaudement habillée parce que chez certaines Asiatiques, il faut bien se couvrir, il ne faut pas que l'air y sorte, etc. Donc il y a des petits bouchons de coton dans les oreilles, des choses comme ça. Je vous parle du bébé secoué. Si vous avez assisté à des massages chez certaines Africaines, c'est des massages toniques. Et d'ailleurs, les petits Africains ont souvent des tonus qui sont costauds. Et bien ça ne tombe pas du ciel, c'est aussi parce qu'ils sont massés d'une façon très tonique. Et que quand on voit ça pour la première fois, entre le massage tonique du bébé et l'enfant secoué, il y a certaines puéricultrices qui vont se poser des questions. Voilà. Et ça, c'était la petite photo qu'on avait faite dans nos maternités des Diacodes. Rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Peut-être on va passer les 4 sujets, puis après on fera circuler la parole et vous pourrez poser vos questions et intervenir. Je rappellerai au prochain orateur, en principe 20 minutes, on essaie de faire, même si on est entre nous, je pense que ça serait bien de tenir. D'abord, merci de l'invitation, parce que c'est un sujet qui n'était pas évident et qui m'a permis de revisiter à la fois mes pratiques et les pratiques du service, puisque la question qui m'avait été posée, c'est quelles recommandations. Alors, je n'ai pas la prétention de vous donner des recommandations ce soir, mais quelles recommandations, à partir d'une expérience clinique, peut-on donner pour une bonne prise en charge des douleurs pelvico-périnéales, en se situant dans le contexte où on est, à savoir concernant des femmes soit qui ont eu des excisions, soit qui ont été dans des situations de violence. Alors, pour rester dans le cadre du sujet qui m'avait été imparti, je vais vous faire cheminer tranquillement entre un petit peu les violences et les problèmes des excisions, les phénomènes de la douleur, et après je vous dirai un petit peu quelques-unes des réflexions et vous en prendrez ce qui vous plaît ou on le critiquera dans la discussion à la fin. Mais je voudrais revenir sur 2 notions. Quand on parle de violence, j'aurais tendance à vous dire, lisez le livre de Marie-France Irigoyen. Vous comprendrez que les violences, ça existe partout, dans tous les milieux et dans toutes les sociétés. Quand vous lisez ce livre, vous revenez déplacé, pour ne pas dire transformé. À côté de ceci, dans ces violences, il y a les mutilations génitales. Je n'ai pas le temps de le développer non plus, mais je le citerai parce que je tournerai autour de ces questions. Et en sachant que ces situations, qu'elles soient de violence ou de mutilation, débouchent sur un phénomène qui est celui de la douleur pelvico-périnéale, mais vous verrez que pas que la douleur pelvico-périnéale, parce que la douleur, c'est d'abord un tout. Si vous reteniez que ça, la douleur impacte l'ensemble de la personne et pas une zone isolée. Et si nous sommes attentifs, puisque nous travaillons dans le domaine de la gynéco-obstétrique, une femme sur 6 est concernée par ce problème, une femme sur 6, et 15 à 20% de nos consultations gynécologiques, si on sait poser les questions, sont sous-jacentes à ce problème-là, et ce n'est pas dit. Alors, les recommandations, puisqu'on m'avait posé la question comme ça, je suis quand même allé chercher un petit peu quelques bibliographies, donc je n'ai rien à vous dire. Vous lisez ces 2 ouvrages et vous aurez toutes les bonnes recommandations, et ce n'est pas tout à fait ce que je voulais essayer de vous dire. Pour en revenir aux séquelles des mutilations génitales, vous avez ici un panel des lésions et des cicatrices. J'ai éliminé tout ce qui est les accidents, on va dire, ou les traumatismes immédiats. Donc je me suis situé que dans les douleurs chroniques, ce qui est déjà un énorme sujet. Mais je voudrais insister sur des points importants. Vous les avez ici, vous pouvez les lire, et vous voyez que toutes ces questions, que ce soit les cicatrices kéloïdes, que ce soit les infections pelviennes chroniques, les douleurs pelviennes chroniques, etc., etc., je voudrais souligner 2 points. C'est que certaines de ces femmes qui ont eu ces excisions se retrouvent avec des incontinences urinaires. Et il faut savoir que l'incontinence urinaire, selon les pays, peut déboucher sur un rejet social, d'emblée.
Deuxième notion, c'est que peu de gens savent ce que représente le clitoris. Le clitoris, c'est l'organe le plus sensible. Pour ceux qui ont fait de l'anatomie et de la dissection, c'est une zone qui est la plus sensible puisqu'il y a entre 4000 et 6000 corpuscules de Krauss qui sont les plus sensibles. Il n'y en a même pas la moitié sur le bout du gland d'un homme. Donc on peut comprendre que ce soit une zone particulièrement sensible, sans parler de l'introcision, qui est le phénomène de réouvrir une excision avant des rapports ou avant un accouchement, de la carbonisation des petites lèvres, voire des ouvertures-refermetures qui se font dans certains pays. Donc vous comprenez que l'impact de ces gestes est particulièrement important et peut avoir des complications avec des douleurs, mais aussi des complications psychosexuelles. La femme est un tout, comme l'homme est un tout. Quand on a mal quelque part, c'est la globalité qui est atteinte. Et je voudrais revenir et insister sur une notion qu'on a longtemps négligée et que j'ai appris, puisque depuis une douzaine d'années, je consulte dans un centre de la douleur. C'est l'état de choc au moment du traumatisme. Que ce soit l'excision ou une situation particulière, cet état de choc peut être complètement perturbant et être effacé dans la période immédiate et se révéler aussi bien 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire qu'une femme a menti sur un dossier parce qu'elle le dit après coup, c'est parce que c'est indicible au moment où on la voit. Et donc, notre rôle, c'est d'ouvrir des portes pour que cette parole puisse un jour advenir. Et tant qu'on n'a pas su l'ouvrir, eh bien, la femme ne pourra jamais l'exprimer, et pourtant, elle sera douloureuse de façon chronique, définitivement. Et c'est un enjeu de nos consultations qui doit tout changer. Je ne parlerai pas des sécheresses vaginales, des troubles du désir, des douleurs au rapport, mais n'oubliez pas ceci dans cette étude qui a été faite, c'est que si on demande à ces patientes comment elles le vivent, 80% ont des flashbacks négatifs de la situation initiale de l'excision. Ceci est, on va dire, local, mais sur le plan général, il faut savoir que ces femmes se vivent déformées, voire dénaturées, moins désirables, avec le concept, notez bien ceci parce que je vais y revenir tout à l'heure, d'un clitoris absent, voire manquant. Alors qu'il faut savoir que certaines qui n'ont pas de douleur, parce qu'il faut savoir que dans 40% des cas, il n'y a pas de douleur vraie, eh bien, à ce moment-là, elles peuvent utiliser la stimulation du clitoris et ça marche très bien. Donc, il faut savoir répondre à ces questions qui les interrogent. Et il faut savoir qu'il y a des intrications avec les problèmes personnels. Donc, douleur pelvienne, mais il faut savoir qu'il y a les excisions, les mutilations génitales, mais il y a à ce moment-là l'association avec toutes les autres pathologies et qu'il va falloir décrypter et analyser. Ce n'est pas une consultation banale. Sans parler de la troisième notion à laquelle je tiens beaucoup, c'est que c'est toute l'image corporelle qui est atteinte et l'image de la féminité. Donc voilà un petit peu ce qui est la première notion de ces traumatismes génitaux. Et la douleur dans tout ça, comment elle peut s'exprimer? En 3 diapos, je vous fais une synthèse qui devrait prendre presque 3 ou 4 jours minimum. Vous voyez que la douleur, aujourd'hui, on est arrivé à se rendre compte que la douleur, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, j'allais dire, là je parle des dames, mais si vous voulez, c'est une sensation désagréable et qu'il peut y avoir ou non une lésion. C'est-à-dire que même lorsque la femme se plaint d'une douleur, s'il n'y a pas la lésion à l'endroit où elle a la douleur, ce n'est jamais le médecin qui a raison, c'est la femme qui a raison, comme l'homme qui a mal qui a raison. Donc c'est le patient qui a raison. Et ce qu'il faut retenir un petit peu de ceci, c'est que la douleur, elle est à la fois cognitive, sensori-discriminative et émotionnelle. Et ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec une expression de la douleur qui n'est qu'à ce niveau et qu'on a du mal à gérer parce que nous avons tous été formés à la notion d'une anatomie et d'une lésion. Alors, deuxième élément important, c'est que lorsqu'il y a une douleur qui se répète, je vous ai dit qu'une douleur brutale, isolée, peut devenir chronique. Une douleur répétée ou perçue de façon chronique va devenir un facteur d'hypersensibilisation, et aujourd'hui c'est bien décrit,
mais je ne l'aborderai pas. C'est juste pour que nous l'enregistrions dans notre tête avec une hypersensibilisation périphérique, secondaire, mais aussi centrale. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les gens qui ont perdu un pied et qui ont mal à l'orteil. Et ceci n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, on a trouvé qu'il y a des mécanismes au niveau de la biochimie de la douleur qui font qu'on va avoir un entretien des phénomènes douloureux qui signifie que la douleur aiguë peut mener également à une douleur chronique. Donc d'un côté, des mutilations génitales, de l'autre, les facteurs de la douleur. Que peut-on faire avec ceci ? Eh bien, il faut avoir en tête que tout ce que je viens de vous raconter, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire une douleur aiguë. Mais ce que je vous raconte ici pourrait être très bien appliqué au problème d'un vécu douloureux d'un accouchement. Eh bien, vous vous rendez compte que si cette douleur, par hasard, ou elle continue, ou elle se révèle, elle va venir impacter, à partir d'une lésion qui est ici, des répercussions qui vont être sur la dépression, l'anxiété, l'insomnie ou la fatigue. Et quand on a une patiente qui arrive avec ces signes, eh bien, il va falloir remonter à la lésion initiale. Et il va falloir décrypter ce que cette lésion initiale veut dire, non pas pour nous, mais pour elle. C'était ce qui était exprimé dans la précédente présentation. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? Alors, quels sont les enjeux, les objectifs ? Eh bien, on n'a pas fait une structure aussi brillante qu'au Diaconès en termes d'organisation, parce que j'ai été impressionné par cette organisation remarquable. On a essayé de faire au mieux, mais on n'a pas su le structurer aussi bien que vous. Eh bien, il faut écouter pour comprendre. La première consultation, ce n'est pas d'analyser une image, ce n'est pas d'analyser un bilan, c'est d'écouter quelqu'un qui va s'exprimer sur ce qui est son vécu et sur ce qui est sa douleur. Et il faut savoir qu'il y a une douleur sans lien apparent avec la lésion et il va falloir décrypter les autres douleurs qui sont tout autour. Sur le plan pratique, eh bien, pourquoi écouter ? Eh bien, parce que ça va modifier notre technique d'examen. Et au passage, l'examen pelvien peut devenir éducatif. C'est-à-dire que l'examen pelvien va redevenir une occasion pour la femme de se réapproprier son corps. C'est ça l'examen gynécologique. Ce n'est pas mettre 2 doigts dans un vagin, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que la maladie comme le traumatisme, et le traumatisme comme la maladie, eh bien, met toute notre personnalité en rupture avec notre corps, notre image, notre environnement, mais aussi notre histoire. Comment je vais pouvoir être reconnu dans mon environnement, dans ma situation ? Et donc, la consultation, elle va changer. Elle va changer de modalité parce que, à partir du mot utilisé par la patiente, on va pouvoir lui décrire un mot médical. Le patient, j'allais dire, j'ai toujours beaucoup de mal à entendre dire « le patient n'a pas su me dire sa douleur » ou n'a pas le bon mot. Je dirais qu'il faut être un peu agressif pour oser employer ce type d'analyse parce que le patient, par définition, ne peut pas avoir le mot médical puisque c'est à nous de le lui donner. Si on rencontre un ingénieur atomique, il va nous parler d'électrons et on aura du mal peut-être à le suivre. Deuxième notion, c'est les rassurer sur leur anatomie et leur normalité, parce que dans 95% des cas, le clitoris est là. Et ça, c'est une des étapes essentielles de leur faire réapproprier leur corps à ce niveau, et puis parler des possibilités thérapeutiques. Un petit mot sur le clitoris. Vous avez ici des reconstructions d'images, et voilà l'anatomie classique, avec le clitoris qui apparaît et son capuchon. Et vous voyez ce qui est assez extraordinaire, la richesse vasculaire de cette zone, aussi bien veineuse qu'artérielle, mais aussi l'innervation qui est à ce niveau. Et ce qui vous explique que même lorsqu'il y a une excision, très souvent, le clitoris, en tout cas, est présent dans les 2/3 parce que le clitoris n'est pas limité à cette petite bille ici. Il a tous les corps du clitoris qui sont ici, et vous les avez représentés à ce niveau, et qui sont présents et qu'on peut retrouver. Donc, les femmes, eh bien, ce qu'elles attendent, c'est aussi qu'on les accompagne dans leur démarche à elles, et c'est pour ça qu'il faut une équipe pluridisciplinaire, et qu'il faut qu'elle reste l'acteur de sa prise en charge, en tout cas de son orientation. Quant à nous, eh bien, on a peut-être à changer notre façon de percevoir l'entretien, parce que parfois les mots sont
impossible à utiliser. Et c'est notre clinique qui doit nous permettre, à travers le corps et la réaction de la patiente, d'entendre dans un corps souffrant des mots qui peuvent être précis et qui peuvent être orientants sur une pathologie. En clair, ce que je nous invite à faire pour chacun de nous, c'est de savoir travailler dans une communication non verbale sécurisante. Non verbale sécurisante. Pourquoi ? Parce que la douleur peut être toujours un masque sur un problème sexologique et masquer également l'historicité d'un stress ou d'une violence vécue, ou en tout cas perçue comme telle. Pourquoi c'est important et comment on peut essayer de cheminer sur cette approche ? Eh bien, c'est que, je vous l'ai dit depuis le début un petit peu, c'est que la douleur contamine toute notre perception de l'environnement. Et vous voyez ici, c'est des réunions de psychologues avec qui on avait travaillé. La résonance intime d'une douleur, c'est sa mesure subjective, donc il faut aller chercher cette mesure qui est, avec un seul évaluateur possible, la patiente. Nous pouvons l'entendre et l'écouter. Et le danger, c'est que vous comme moi, on a été formés et on a fait de gros progrès après les programmes qui étaient de lutte contre la douleur, et on a dit on s'occupe de la douleur. Mais on s'occupe de la douleur comment ? Et l'intérêt, merci de m'avoir posé la question pour cette présentation, c'est qu'on soigne comment ? On soigne en effaçant la douleur, ce qui est la pire des choses. Alors vous voyez que l'histoire fait qu'on progresse. On ne soignait pas bien la douleur, on prend en charge la douleur, et je me suis rendu compte qu'en prenant en charge la douleur, je ne faisais pas ce qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce qu'on efface la douleur au lieu de comprendre ce qui fait douleur. Et tant qu'on n'a pas compris ce qu'il y a derrière, eh bien, vous voyez, c'est Pierre Basset qui le disait, eh bien, on se préoccupe, nous les soignants, il nous avait envoyé ça à la figure, de la faire disparaître plutôt que d'en comprendre le sens. Ce qui veut dire qu'il va falloir aménager l'examen avec le temps du regard, les regards qui peuvent être très brutaux ou des gestes trop rapides et agressifs. Il faut changer le regard, un regard qui devienne neutre, aseptique, mais qui respecte l'autre. Le geste qui est atraumatique et qui réassure sur le corps, comme je vous ai dit, l'examen pelvien peut être une réappropriation corporelle et une sécurisation, est le mot qui permet de se rassurer. Donc notre rôle en tant que médecin, c'est d'essayer d'ouvrir à des questions que la patiente n'ose pas aborder, et même si on n'a pas de réponse. Ce qui veut dire que notre examen, il doit être global, il doit servir à une éducation thérapeutique avec des outils partagés avec les patients, un dossier, mais aussi des schémas partagés pour comprendre ce qu'on va faire et ce qui se fait. L'autre élément important, c'est de savoir décrypter toutes les pathologies associées, qu'elles soient pelvipérinéales ou autres. Je n'ai pas le temps de les développer, pour déboucher éventuellement sur une prise en charge. Et vous voyez que notre rôle de médecin n'est pas tellement l'acte chirurgical que de rétablir le lien rompu entre une image corporelle et une situation vécue d'agression pour permettre une restructuration personnelle. Donc ça, c'est important, et ça veut dire que le médecin devient dans ce cadre plus un conseiller qu'un opérateur et surtout un accompagnant du suivi thérapeutique pour la patiente. Donc, est-ce qu'on peut faire des propositions, puisqu'on m'avait demandé quelques recommandations? Je vous ai dit que vous aviez l'essentiel des recommandations dans les écrits. Eh bien, vous voyez que ce qui est important, c'est que le patient il vient à notre consultation quelque part dénaturé. Et notre rôle, c'est d'essayer de renvoyer ce patient à sa rencontre pour qu'il reprenne une identité, un avenir et une espérance. Et je vous ai mis ici la citation de Denis Lecoq, qui est aussi un psychologue, qui mettait que notre rôle de médecin, c'est d'être un accompagnant pour renouer à l'intérieur de lui-même, chez le patient, avec une source de vie qui peut éclairer l'existence. En clair, reconstruire le passé pour réorganiser l'avenir. Donc, en pratique, face aux douleurs pelviennes chroniques, première chose, c'est reconnaître la douleur, même si on ne l'a pas comprise. Même si nous, soignants, nous ne l'avons pas comprise. Et l'altération de l'image corporelle. Mettre en place une démarche clinique partagée avec des staffs aux besoins des réunions pluridisciplinaires. On a l'habitude de travailler en binôme avec des consultations.
rassurer la patiente sur son intégrité corporelle. C'est un point essentiel de lui faire comprendre que son intégrité est respectée et qu'elle a toutes les possibilités en main, c'est le cas de le dire, pour essayer d'améliorer sa prise en charge, l'informer sur les possibilités de chirurgie et les risques. Il n'y a pas de chirurgie sans risque, c'est un chirurgien qui vous l'assure, et dépister les lésions associées. Et ceci étant, ça me permet de conclure que notre pratique a de l'avenir et pas simplement de faire du regard sur ordinateur ou sur machinerie, et je me sers beaucoup de l'IRM. Mais que l'acte médical, je ne me suis pas appuyé sur des écrits de médecins, est un subtil mélange de connaissances scientifiques et de savoir-faire relationnel. Merci de m'avoir obligé à y réfléchir aujourd'hui. La médecine doit donc rester un art où la façon de prescrire vaut largement ce qui est prescrit. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place à Nîmes des formations justement au niveau de la prise en charge des troubles et des douleurs du périnée, en particulier avec une collègue sage-femme, Chantal Favre, sur la protection des douleurs du périnée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Magnifique topo. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Moi, je pense qu'on va tous s'entraîner devant nos glaces pour faire le regard de « vous avez de l'importance ». Bon, Jean-Philippe Arlico va nous parler des certificats d'excision et de non-excision. Qui fait quoi ? Donc bonjour à tous, merci pour. Je vous remercie pas. Je ne remercie pas Richard de m'avoir donné ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est très austère. Donc, et pourtant qui est très important. La preuve en est, c'est que quand on ouvre une consultation sur les mutilations, c'est les premières consultations qui arrivent. C'est des patientes qui n'ont pas du tout envie d'être soignées, mais qui ont envie d'avoir des certificats parce qu'il y a une forte demande. Donc ça nous oblige à réfléchir à ces certificats, à se replonger dans jeunes années où on a appris ça dans les cours de santé publique. Et on est confronté à différents types de certificats. On va en parler aujourd'hui. Et ensuite, on pourra discuter des différents problèmes qui en découlent. Donc on aura à faire des certificats d'excision, de non-excision, de protection et de constat médical de violence. Tout d'abord, il faut aussi affronter les abréviations de ce sujet. Donc pour nous, elles nous paraissent déjà difficiles à retenir. Donc on a le CADA, on le connaît, on a l'OFPRA, c'est des choses qu'on connaît, et puis il y a des choses plus rares qu'on croise plus rarement, comme l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le CNDA, le CCDA, etc. Donc là, on est face à ce qu'on appelle la deuxième frontière, c'est-à-dire que les patientes qui arrivent en France ont passé une frontière, et la deuxième qu'on leur impose, c'est toutes ces structures, toutes ces sigles, etc., qu'elles doivent apprendre à connaître si elles veulent s'organiser en arrivant ici. La définition du mot certificat, quand on regarde le dictionnaire, c'est un document écrit, officiel, signé d'une personne autorisée qui atteste un fait. En pratique, ce n'est pas toujours possible. C'est une attestation, un gage, qui doit être fait donc, soit par des médecins, soit par des personnes certifiées. Ce mot apparaît aussi dans le Code de santé publique, qui codifie bien le type de certificat, qui doit être rédigé, qui doit être daté et puis fait avec un examen clinique. Donc j'ai repris les 12 conseils qu'on devrait tous avoir en tête quand on rédige un certificat, pour éviter de se faire avoir. Et il faut savoir qu'il y a des procédures, je fais un peu de médecine légale, et on peut avoir des procédures sur des certificats qui sont mal faits, mal rédigés. Donc c'est important d'avoir ça en tête. La plupart des choses, on le fait naturellement, mais il faut être assez vigilant quand même. La première, c'est le rédiger sur un papier en tête. Donc en général, c'est une ordonnance. S'informer de l'usage du certificat demandé. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. C'est-à-dire que je pensais que le certificat, on le faisait un petit peu naturellement quand la patiente nous le demandait. Mais en fait, il faut vraiment s'informer, savoir qu'est-ce qui va devenir ce certificat exactement. Réaliser un interrogatoire et un examen clinique. Ça aussi, c'est une nécessité. Décrire, et là c'est important, de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés. Donc il faut vraiment être honnête et ne pas faire plaisir à des demandes ou accepter des demandes simplement parce qu'on nous le fait.
Rapporter, donc si utile, les dires du patient, les mettre au conditionnel, ça je me souviens, c'est ce qu'on avait appris en cours, et entre guillemets, ce qu'on ne fait pas toujours. Et là, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ne pas se prononcer sur les dires du patient ou sur la responsabilité d'un tiers. Donc on verra tout à l'heure, donc cette imputabilité, elle doit être vraiment dégagée du certificat médical. Et puis ensuite, dater le certificat du jour de la rédaction, même si les faits sont antérieurs. Il faut se relire, donc il faut éviter les certificats qu'on dicte à la secrétaire et qui l'envoie directement à la patiente, comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est un piège qui peut être redoutable. Apposer sa signature, il n'aura de réalité que s'il y a une signature. Et puis, essayer de remettre le certificat au patient lui-même en main propre, et même d'ailleurs le mettre sur le certificat remis en main propre. Ce qui n'est pas toujours possible quand on a des patientes qui viennent de loin, qu'on voit en consultation et qu'on n'a pas la possibilité de faire le certificat en consultation. Souvent, on doit leur envoyer, donc il y a toujours un doute de savoir qui va le recevoir. Garder un double. Et puis le plus dur, c'est savoir dire non aux demandes abusives et illicites qu'on ne connaît pas toujours. C'est pour ça qu'on va avoir les différents types de certificats. Et si besoin, au moindre doute, c'est dire non et se renseigner, notamment au niveau du Conseil de l'ordre. Alors, il y aura deux parties dans les certificats. Les premiers, c'est les certificats qui sont délivrés par l'OFI. Et ce sont des certificats préimprimés et qui peuvent être remplis par tous les médecins qui suivent le patient. Le plus classique, c'est la demande de titre de séjour pour raison de santé. Donc, il est délivré par les préfectures lors d'un rendez-vous dédié. Alors, quelquefois, il faut savoir que certaines préfectures demandent, et c'est là où c'est ubuesque, demandent un certificat médical pour en donner le certificat médical. Donc là, il ne faut pas se faire avoir. Il faut, dans ce certificat qui est demandé par les patientes pour aller d'une manière un peu indue à la préfecture, il ne faut pas mettre d'éléments précis. Il faut dire simplement l'état de santé nécessite quel est ce certificat. Donc une fois qu'on se retrouve avec ce certificat préimprimé, donc là, le but, c'est ce certificat a un but, c'est de voir si l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Donc c'est une phrase très compliquée, j'ai tenu à vous la dire entière parce que tous les mots sont importants. Et c'est là qu'on voit que c'est très difficile finalement de le remplir, c'est qu'il faut... si on veut bien faire les choses, connaître le système de santé de tous les pays dont sont issus nos patientes. Qui peut dire si on peut opérer une hernie discale en Guinée-Conakry actuellement? Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc on présume des choses. On a des idées à peu près conçues sur certains pays. Il y a des pays qui sont extrêmement désorganisés, donc on peut bien se douter qu'en Syrie, actuellement, il est difficile de faire des chirurgies, de la neurochirurgie. Par contre, il y a des situations beaucoup plus floues. Et donc, des fois, on imagine que c'est difficile de le faire, donc on fait le certificat. C'est un certificat qu'on fait souvent, d'ailleurs, devant un cas grave, même sans savoir si dans le pays, on peut le prendre en charge. Le deuxième certificat qui est préimprimé par l'OFI, c'est le certificat, la demande d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est un certificat qu'on voit aussi assez régulièrement. Donc le problème, c'est que ce certificat, il y a une telle demande et les dispositifs d'hébergement sont tellement saturés que finalement, il n'est plus très discriminant. Et donc on fait des certificats et on sait qu'il n'aura pas tellement d'action, puisque quand la patiente ou sa famille va aller à l'OFI, on va lui dire oui, je veux bien entendre que vous avez tel problème, telle grossesse difficile, etc. Mais on n'a pas d'hébergement. Donc il faut savoir faire ce certificat et aussi ne pas le faire et téléphoner directement à l'OFI quand on a réellement une situation qui nous paraît exceptionnelle. Il ne s'agit pas de traiter tous les cas de la même façon. Et donc voir les limites du système et dans ce cas-là le contourner en appelant directement l'OFI en disant effectivement vous n'avez plus de place mais pour cette famille-là c'est vraiment particulier. Il faut dans ce cas-là aller au-delà de la procédure. Excusez-moi. Et ensuite on a des certificats libres qui peuvent être rédigés par tout médecin qui suivent les patients. Tout d'abord, le certificat de demande d'asile. C'est un certificat qu'on fait assez peu en gynécologie. Souvent, il est fait par les médecins généralistes dans un premier temps. Donc, la finalité, c'est essayer de trouver un lien une compatibilité entre les séquelles traumatiques constatées, qu'ils soient physiques ou psychiques, et les violences subies rapportées.
Donc c'est un lien de compatibilité et non un lien d'imputabilité. Donc ça, c'est un élément important. Donc on voit un traumatisme, on voit des sévices qui sont des traumatismes qui sont compatibles avec des sévices. Il ne s'agit pas de dire que c'est ça automatiquement. Sinon, c'est un certificat qui n'aura pas d'utilité. Il est souvent demandé par les personnes qui s'occupent des migrants ou des personnes, donc les avocats, travailleurs sociaux. Exceptionnellement, il est demandé par le patient lui-même. Et puis, il est souvent demandé dès le départ des procédures, avant le passage à la CNDA. On peut le faire avant toute procédure, même avant le passage à l'OFPRA. Et puis, il y a un écueil, c'est que quand on n'a pas réellement d'éléments post-traumatiques, il faut éviter de le faire parce que ce certificat peut se retourner finalement contre les patients, contre les personnes, puisque à l'OFPRA, on va leur dire écoutez, dans votre certificat, il n'y a rien, ou alors il y a vraiment si peu de choses que vraiment vous n'avez aucune raison de faire cette demande-là. Donc il faut le faire quand on a des éléments tangibles, vraiment qui sont importants, et là, ça sera utile. Et ne pas céder à faire des certificats pour tout le monde. Un certificat que l'on voit aussi, c'est vous connaissez être dubliné. C'est un terme qui est atroce. Donc c'est la dernière étape des patientes qui ont été, qui vont retourner dans le pays où elles ont fait la demande de droit d'asile avant souvent d'être expulsées. Et donc il y a un dernier cas où on peut faire un certificat, c'est pour éviter cette étape de dublinisation, enfin ça se dit pas, mais de l'application du règlement de Dublin. Et donc c'est un certificat qu'on fait, moi j'ai m'arrivé d'en faire. Il est malheureusement assez souvent inutile parce qu'il faudrait, pour qu'il soit efficace, prouver que l'état de santé contre-indiquerait le transfert dans un autre pays européen. D'accord ? Donc là, on nous demande de certifier que la patiente doit rester en France parce que son soin n'est pas possible en Grèce ou dans les pays frontaliers qui ont souvent accueilli les migrants. Donc on le fait, mais il est souvent peu efficace. Et puis, ce qu'on fait quotidiennement dans les unités de prise en charge des mutilations, c'est les certificats en cas de risque de mutilation sexuelle. Donc là, c'est un certificat très particulier, puisqu'il doit être effectué par un praticien légiste hospitalier exerçant en UMJ. C'est ce qui nous a posé beaucoup de problèmes au départ, parce qu'on n'avait pas ces praticiens sous la main tout de suite. Et donc on a dû en solliciter. Donc c'est souvent des médecins légistes qui travaillent sur d'autres sujets, mais assez peu sur les mutilations. Et nous, par exemple à Rennes, on avait de la chance d'avoir une pédiatre légiste qui devait s'occuper de faire un certificat de non-excision. Mais dans beaucoup d'endroits, on n'a pas ces personnes, ou elles ne sont pas accessibles, ou alors elles sont loin des unités de prise en charge des mutilations. Donc ça oblige les patientes, dont on a vu qu'il est difficile des fois de les mobiliser, d'aller voir un autre praticien qui n'est pas forcément d'ailleurs sensibilisé au problème. Et on travaille avec des personnes aussi. J'ai régulièrement des médecins légistes qui m'appellent en disant, ou qui m'envoient des photos sur mon smartphone. C'est toujours surprenant de recevoir des photos de suspicion de mutilation ou au contraire de non-mutilation. Donc on doit rendre des avis comme ça et lui après il peut faire ce certificat. Souvent ce certificat est associé à un certificat d'excision chez la maman, parce que le but dans cette procédure c'est de montrer que la petite fille a une menace d'excision et que la maman vient d'un pays qui pratique l'excision. Donc le tableau qui serait entre guillemets le plus simple, ça serait d'avoir un pays avec une patiente qui a été mutilée et une petite fille qui n'a pas été mutilée. Donc on est souvent associé à ces certificats qui sont demandés par les praticiens légistes. Nous on voit sur une salle la patiente et puis de l'autre côté la pédiatre voit l'enfant. Quelquefois, on a un certificat qui est un peu plus particulier. C'est une femme qui aurait été prise en charge pour une réparation. Et là, on nous demande de faire un certificat parce que si elle retourne dans son pays, elle est exposée à de nouvelles mutilations. Au début, ça me surprenait. En fait, c'est vrai que ça existe. Et on a des patientes qui sont réexcisées à 30, 40 ans parce qu'elles ont été réparées. Donc ça peut être un élément important pour éviter les expulsions. Donc ce certificat, il est particulier, il faut s'organiser vraiment pour avoir une structure qui permette de le faire. C'est pas évident, mais pour l'instant, et on aimerait bien éventuellement que ça change, mais pour l'instant, c'est un médecin légiste qui le fait. Je vous ai donné l'exemple. C'est un certificat qui est très simple. Donc ça, c'est où il y a simplement marqué est-ce que la jeune fille est excisée ou pas excisée.
En conclusion, alors tout ce travail autour de certificats ne doit pas nous détourner de notre travail de médecin. Quelquefois, on se transforme pendant quelque temps en assistante sociale ou un avocat. Ce n'est vraiment pas notre rôle. Il faut bien connaître les différents certificats pour les informer au mieux, pour ne pas être à côté de la plaque. Il faut, et ça c'est important, recadrer les demandes des services sociaux. Donc on est tous d'accord sur le fait de devoir faire des certificats, mais il faut vraiment bien cadrer la demande, ne pas partir dans des demandes qui seraient complètement délirantes ou bien qui ne seraient pas utiles et qui peuvent se retourner contre la personne. Et puis un élément très important, et ça vraiment je vous demande d'insister là-dessus, enfin j'insiste là-dessus, c'est rappeler que la prise en charge médicale est différente de ce que j'ai appelé le bon parcours républicain. Et on a un certain nombre de patientes qui ont appris toutes les abréviations qu'on a vues et comprennent très rapidement dans quel est le format qu'elles doivent prendre pour avoir le maximum de chances de rester, et notamment la prise en charge chirurgicale. Et c'est vraiment important moi je prends du temps à leur expliquer qu'on va faire tout ce qu'il faut sur le plan réglementaire, certificat, etc. Mais vraiment, il ne faut pas marcher. Il ne faut pas qu'elles fassent les choses pour ça, si elles doivent se faire prendre en charge, pour la douleur, pour la réparation. On est au-delà du problème législatif. Et ça, c'est difficile à comprendre. Le parcours républicain, enfin, ce qu'elle pense être un bon parcours républicain, c'est différent de la santé. Mais néanmoins, ces certificats que je trouvais au départ assez difficiles, et puis surtout, je trouvais ça ingrat de se dire j'ai ouvert une unité et je dois faire des certificats. Des fois, on en faisait 6 à 7 dans la matinée. Donc on se dit on n'est pas là pour ça, mais en fait si. Et puis c'est un élément très important parce que moi je leur dis c'est le moment où vous voyez notre tête. Et donc parce que souvent on est dans la procédure des papiers et c'est pas le moment du soin. Beaucoup de patientes elles sont stressées, elles n'ont pas une situation du tout stable et moi je les encourage pas du tout à ce moment-là à se faire avoir une réparation ou une prise en charge compliquée parce que c'est pas le moment. Mais je leur dis regardez où on est. On sera là, regardez l'équipe, voilà. Il y a une prise de conscience, commencez à réfléchir. On leur donne à ce sujet un petit flyer qu'on a fait pour qu'elles puissent réfléchir, avec les numéros de téléphone pour qu'elles n'aient pas à les retrouver. Et puis, c'est une graine qu'on sème pour une proposition éventuelle de prise en charge plus tard. Et elles sont assez satisfaites d'ailleurs certaines qu'on leur dise ne pas se faire opérer parce qu'elles n'avaient vraiment pas envie et elles étaient un peu poussées par les associations. Donc il faut vraiment rappeler notre travail à ce moment-là, mais la possibilité de faire autre chose après si elles le souhaitent. Voilà. Moi j'ai terminé. Je vous remercie. Bon, en fait, tu as kiffé de faire ce topo. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Matisse va nous parler de la plateforme CamiFrance, plateforme d'aide pour les professionnels de la périnatalité soignant des femmes en détresse exilées. Comment ça marche ? Bien. Merci. Donc, je vais vous parler d'un exemple de tout ce qu'on vient de dire par rapport à l'interculturalité, la libération de la parole et une application qui peut se faire donc par l'illustration, par la plateforme CamiFrance que je vais vous présenter. Pour un bref historique, ça commence par l'interpellation d'une sage-femme de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, qui avait fait une mission dans un camp de réfugiés syriens à Zaatari, en Jordanie, et qui, en revenant chez elle, a constaté qu'il y avait aussi des réfugiés syriens, mais d'autres, près de chez elle, et qui nous a interpellés en nous demandant pourquoi on ne faisait rien en France, alors qu'il y avait la même problématique que ce qu'elle venait de voir en Jordanie. Donc on a fait une mission exploratoire pour savoir, parce qu'on était comme tout le monde au courant de la jungle de Calais, mais on ne savait pas qu'il y avait des femmes, parce que personne n'en parlait. Et donc nous sommes allés en novembre 2015 faire une mission exploratoire et on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes. Je vais vous passer un petit extrait de film qui est très rapide pour vous montrer un peu cette mission qu'on appelait à l'époque Caminor, camp de migrants dans le Nord.
la jungle de Calais, il faut savoir que donc, je vous montrerai une photo aussi. Il y a eu jusqu'à 12 000 personnes dans cette jungle où donc, les gens habitaient dans des tentes, dans la boue le plus souvent, parce que ce n'est pas une région très ensoleillée. Et donc notre démarche, c'était d'aller avec des volontaires GSF qui étaient là sur place pendant 15 jours, aller au-devant, aller vers, par le biais de maraudes, pour aller rencontrer les femmes. Donc on a vécu pendant 3 ans dans cette mission, Camille Nord, où il y a eu des démantèlements, vous en avez été informé par la presse. C'est une mission qui est relativement difficile, et là, ce que vous voyez, c'est le camp de Baroque qui est situé à Grande-Synthe, et c'est le camp le pire que toutes les associations sur place, il y avait Médecins sans frontières, MDM, ont vu. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un camp aussi déplorable que ça. Et là, il y avait 1500 personnes, on est monté jusqu'à 2700 personnes. Donc pour aller au-devant, il fallait s'équiper avec des bottes en caoutchouc et rentrer dans ce champ de boue avec une présence policière constante. À la jungle de Calais, il y avait une distribution de 3500 repas par une association de bénévoles par jour, donc avec des files d'attente conséquentes. Je fais bref parce qu'il faut faire rapide. Voilà la jungle de Calais, vue aérienne. Le camp de la honte, le camp de Baroque à Grande-Synthe dont je fais mention. Quelques photos aussi de la mission Camille Nord. Donc cette mission, elle a duré 3 ans, de novembre 2015 à novembre 2018. Et pour dire quelques chiffres de ce qui a été fait, en 36 mois, on a fait 22 000 actes, 153 missions de 15 jours, 307 bénévoles, essentiellement des sages-femmes engagées, donc qui venaient de partout en France, il y en a même qui sont venus des dom-toms, pour passer 15 jours sur ces différents camps. Ce qui représente en fait 5000 journées de bénévolat, soit 24 ans d'un temps plein, pour un budget de 400 000 € environ, sans aucune aide de l'État. Et donc là, je mets nos sponsors, nos bailleurs, parce qu'il faut leur reconnaître cette aide qu'ils nous ont procurée, sinon on n'aurait rien pu faire. Donc on a fait cette mission selon les principes de GSF, qui sont de ne pas se substituer aux structures sanitaires, et ce d'autant qu'en France elles sont tout à fait correctes, de ne pas faire d'actes médicaux quand ce n'est pas indispensable, et de faire l'interface entre les femmes des camps, des jungles, et les professionnels de santé des structures hospitalières alentour. Donc au début, on avait trois activités principales. C'était de s'occuper des femmes enceintes pour leur suivi. Et en fait, ça consistait, sans faire d'actes vraiment médicaux comme des échographies, etc., mais de faire un suivi comme le font les sages-femmes à domicile, les sages-femmes libérales, avec un peu de clinique, les bruits du cœur, éventuellement un monito si on en a un, et puis une échographie avec un échographe portable. Et puis aussi parler et faire de l'aide à la parentalité, de l'éducation. Il y avait une grosse problématique avec les IVG parce qu'il y avait beaucoup de grossesses non désirées du fait de viol, et donc il fallait le prendre en charge. Et comme c'était assez compliqué et qu'on avait la possibilité de faire des diagnostics précoces, on a pu mettre en place des IVG dites à domicile, enfin en externe, hors hôpital, en étant en adéquation avec les structures, avec la loi française, c'est-à-dire en passant une convention avec l'hôpital et en étant surveillé par l'ARS, comme font tous les médecins qui font des IVG en ville. Et puis il y avait le troisième volet, c'était s'occuper de toute la problématique gynécologique en milieu précaire, avec l'hygiène, les maladies, etc. Pour cela, donc, il fallait aller au-devant des patientes, aller vers elles, faire ce qu'on appelle des maraudes, intervenir aussi dans les centres d'hébergement quand il y en avait, et puis faire des référencements, ce qu'on appelle référencement dans nos rapports, mais
qui sont en fait d'emmener les patientes vers les structures sanitaires de droit commun, c'est-à-dire l'hôpital, etc. Et donc ça mettait un petit peu... C'était un peu difficile au départ pour le positionnement de nos bénévoles, qui étaient des professionnels de santé et qui ne voyaient pas trop en quoi ils étaient utiles à faire du taxi pour emmener des patientes à l'hôpital ou dans une consultation. Ils voulaient en faire plus, donc cette impression d'inutilité sur place et puis de vouloir en faire plus, faire de leur cœur de métier. Alors, ils nous demandaient régulièrement pourquoi on ne prend pas d'autres personnes qui voudraient aider, mais qui ne sont pas forcément des sages-femmes ni des gynécos et qui pourraient très bien faire le taxi. Alors, pourquoi ne pas demander à des non-sages-femmes, des non-gynécos de faire le taxi? Parce qu'en assurant ces référencements, on accompagne la femme, et c'est important, on a entendu parler tout à l'heure avec Pierre Marès sur l'accompagnement. Hein. Donc on accompagne la femme en salle d'attente, pendant l'examen, auprès du professionnel, et ainsi on rassure la patiente qui se sent entourée, et le professionnel de santé aussi, parce que le professionnel qui reçoit quelqu'un qui vient, qu'on a déposé en salle d'attente, qui ne parle pas la langue, qui vient d'on ne sait où, qui n'a pas été suivi, c'est stressant, vous le savez tous. Et donc le fait d'avoir à côté une sage-femme ou un gynéco qui est là pour lui expliquer un peu la démarche de ce qu'on attend, ça rassure aussi le professionnel qui reçoit la patiente. Et on raisonne surtout, on est en capacité à en raisonner en one-shot, c'est-à-dire que ces patientes, on les voit aujourd'hui, il est hors de question de prendre un rendez-vous dans un mois, c'est pas possible, elles seront parties demain, peut-être pas, ou dans 15 jours, on n'a aucune notion de ce qui va arriver le lendemain. Donc il faut faire le maximum le jour même, et donc un professionnel de santé, lui, selon ce qu'il a entendu comme résultat d'examen ou de consultation, peut envisager de prévoir peut-être un bilan biologique, prévoir un anesthésiste, une consultation d'anesthésie, etc. Tout ça, il peut le faire alors qu'un simple ambulancier ou quelqu'un qui fait taxi n'a pas cette capacité. Donc c'est aussi l'intérêt que ce soit des professionnels de santé qui puissent être présents à côté de ces femmes pour pouvoir être réactifs et adapter la prise en charge en type one-shot. Et cet accompagnement est fondamental dans le prendre soin et non pas dans le faire du soin. Alors qu'est-ce que prendre soin? C'est être présent, donc présent physiquement à côté, accompagner, aider avec empathie. Qui? Les femmes en détresse. Donc là, en l'occurrence, il y avait les problématiques gynécologiques, grossesse, IVG dont je vous ai parlé. Mais ça parle aussi, ça considère aussi les groupes de parole, les ateliers de prévention, de discussion. Et aussi, ça considère les problèmes qui ne sont pas purement gynécologiques, mais tout ce qui est violence faite aux femmes, donc les victimes de violences, les demandeuses d'asile, dont on vient de parler, les mutilations sexuelles. Et on peut être amené à avoir besoin de faire des certificats, et là, c'est sur place, parce que des fois, c'est très difficile de déplacer les gens jusqu'à une structure qui les accueille. Donc voilà, on peut être capable de faire toutes ces choses-là en étant professionnel de santé, en faisant du prendre soin. Alors, pour les bénévoles, prendre soin, au départ, c'est un peu déstabilisant, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils pensaient venir, mais pour faire du soin. Mais avec le temps, on découvre l'autre, la différence, la culture, l'interculturalité, tout ce dont on vous a parlé. C'est pour ça que c'était très bien fait, le plan. On vous a parlé au début. Et ça c'est vraiment très enrichissant, même si ce n'est pas quelque chose qui est très médiatique ou très valorisant vis-à-vis du grand public par rapport à une mission d'urgence dans les camps, etc., comme on peut voir à la télé. C'est nettement moins spectaculaire, mais c'est tout autant plus enrichissant à titre individuel. Et il faut aussi prendre soin des bénévoles. Donc les bénévoles, il faut savoir que c'est une mission qui est difficile et donc il faut aussi en prendre soin. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme Exilés France qui accompagne la mission Camille France. Alors, on était à Camille Nord au tout début de l'intervention, là, à Calais-Grande-Sainte, et puis au bout de 3 ans, on s'est dit on ne va pas rester tout le temps à Camille Nord, ce d'autant qu'il y a eu des démantèlements et que tout le monde était un peu disséminé et qu'il y avait d'autres problématiques ailleurs en France du même type. Et donc on s'est dit on va étendre le principe Camille Nord à toute la France, et donc on appelle ça Camille France, des camps de migrants en France. Et les lieux où sont situés les migrants, ça peut être un centre d'hébergement, ça peut être une jungle s'il en reste, ça peut être différentes structures associatives.
On appelle ça des spots, parce qu'il faut bien trouver un terme, donc des lieux où il y a des migrants qu'on pourrait être amenés à prendre en charge. Et là, il ne s'agit plus d'envoyer des sages-femmes de l'autre bout de la France, mais de se servir des professionnels de santé qui sont à proximité de ce lieu. Donc, on essaye de napper comme ça tout le territoire français en fonction des besoins et des spots. Et c'est la même problématique, c'est de prendre soin, c'est-à-dire faire l'interface entre les femmes en exil et les professionnels de santé locaux, prodiguer des soins primaires comme sage-femme à domicile, être présent, accompagner, aider et prendre en charge aussi toute la thématique des violences. Et il y en a évidemment énormément dans cette population. Donc tout ça est coordonné et animé par une plateforme, donc la plateforme Camille France ou Femmes Exilées France. Cette plateforme, elle a pour but de prendre soin des patientes, mais aussi des bénévoles qui veulent aider les femmes exilées. Donc ces bénévoles, de ce fait, sont accompagnés, soutenus dans leur démarche par la coordination de Camille France, et ça facilite toutes les interventions humanitaires, les relations avec les autres associations, enfin tout ce qui peut être utile pour pouvoir se sentir à l'aise pour aller aider les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai des gens à côté de chez moi, j'aimerais bien faire quelque chose, comment puis-je faire? Et c'est stressant de ne pas savoir comment faire. Et nous, on a, avec ces 3 ans de Camille Nord, eu tous les outils et toute l'expérience pour savoir quoi faire. Alors les interventions de Camille France, maintenant ça considère toujours des consultations évidemment, mais aussi beaucoup d'entretiens individuels. Avec le Covid, il y avait des ateliers collectifs, on est aussi passé à des entretiens individuels. On fait ces 3 types d'activités, ateliers collectifs, entretiens individuels des fois pour des parcours de vie, des parcours migratoires, consultations quand c'est utile par rapport à la gynéco-obstétrique. Et puis on informe, on fait de la prévention, de la santé, de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, donc dans l'accompagnement des femmes. Donc on a des outils comme le jeu de relations prévention et les outils de photo-expression qui permettent sous forme d'un jeu de pouvoir ouvrir la parole, de discuter et de mener des ateliers. Donc ça, vous les trouverez sur notre stand. Et l'outil principal, c'est la plateforme. La plateforme est créée par Gynécologie sans frontières dans le cadre de sa mission Camille France. C'est un site internet accessible sur ordinateur, tablette et smartphone et qui dispose de 2 degrés d'accès. Le premier, destiné au grand public qui souhaite s'informer sur les questions liées à la migration et aux violences faites aux femmes. Grâce à une simple inscription par mail, toute personne peut accéder à la rubrique M'informer qui propose une bibliothèque d'informations sur les thèmes suivants. Le parcours migratoire des personnes exilées et le contexte social en France, la prise en charge médico-psychosociale des femmes exilées, femmes enceintes et enfants, les dispositifs d'accueil existants, les démarches administratives et enfin le fonctionnement du système de santé français. La deuxième partie de la plateforme est réservée aux bénévoles GSF engagés dans la mission Camille France. Cette étape permet d'accéder à une documentation dédiée à la prise en charge des femmes exilées, des outils pratiques dans la mise en œuvre d'un spot, sa coordination et son suivi, un réseau social interne afin de créer du lien entre tous les bénévoles Camille France, leur permettant de publier des articles, de les commenter, afin de partager des actualités, des bonnes idées et leur expérience sur le terrain. Rejoignez-nous sur camillefrance.fr et devenez bénévole. Donc voilà, quand on va sur camillefrance.fr, on tombe sur ce type de page. Donc d'un côté, la rubrique pour s'informer simplement ou connaître un peu mieux les choses. Si on est sage-femme ou praticien dans une structure et qu'il n'y a pas forcément, on peut rencontrer à l'occasion de son activité des migrants et ça peut être intéressant d'avoir toutes ces données. De l'autre côté, il y a pour les outils, pour les bénévoles qui sont engagés par rapport à des spots, donc qui a un autre accès et qui leur permet d'avoir tous les outils dont on peut disposer pour prendre en charge correctement et surtout sans trop de stress pour eux-mêmes ces femmes en exil. Il y a donc une vingtaine de spots actuellement qui sont répartis en France. Et là, quelques photos d'ateliers à différents endroits. Donc,
Et là, on a toujours sur la plateforme une carte interactive. Si vous avez envie de connaître ce qui se passe à Camparis ou à Nancy ou à Lyon, ou à Lyon par exemple, ben voilà, vous avez un peu l'historique du spot, les activités, les bénévoles qui y sont, ce qui se passe. Vous pouvez après passer sur le côté, aller voir sur le camineur. Ça, c'est réservé aux gens, aux bénévoles qui travaillent sur les différents spots. Donc là, il y a aussi, on met en place un réseau, et ça prend un petit peu de temps, mais ça commence à se mettre en place depuis un mois ou deux, un réseau interne entre les bénévoles pour qu'ils puissent communiquer, s'échanger. Des fois, il y a des patientes qui changent de spot, donc bien entendu, il y a un anonymat complet, mais voilà, on peut communiquer, savoir, tiens, on a eu une bonne idée à tel endroit, je la mets sur la plateforme, il y a des newsletters qui sont dédiés. Donc c'est pour créer une dynamique de groupe au sein des bénévoles et qui se sentent moins isolés tout seuls ou à 2-3 avec leur propre spot, mais qui sachent qu'ils appartiennent à toute une structure. Donc on essaie aussi de mettre en place des réunions, alors en distanciel jusqu'à présent, mais aussi maintenant bientôt, enfin à partir de maintenant en présentiel, des apéros entre bénévoles pour échanger et pour toujours créer du lien. C'est important de prendre soin aussi des bénévoles. Donc là, il y a la mission Camille France, donc ce n'était pas qu'une plateforme dématérialisée, hein, il y a quelqu'un derrière, il y a des personnes humaines, hein, il y a des personnes à qui on peut échanger par téléphone, par mail, enfin il y a du concret. Et de temps en temps, donc régulièrement, on essaye d'envoyer des missions d'évaluation avec la coordination de Camille France, donc avec des êtres humains en vrai, qui vont sur place et qui vont discuter avec les bénévoles, les associations qui interviennent aussi avec nous pour aussi des fois de repasser des conventions, enfin d'améliorer le fonctionnement, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, il y a plein d'associations qui aident à l'hébergement, à la nourriture, aux demandes de droits d'asile, donc c'est bien qu'on soit cohérent et qu'on soit intégré dans ce réseau. Et ben voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en avais une concernant les présentations des certificats, parce que c'est une bataille qu'on a menée sur la région du Gard, parce que faire un certificat d'un examen qui est difficile par un médecin légiste qui n'est pas gynéco, je trouvais que c'était une agression de plus. Donc pendant très longtemps, c'est les gynécos qui ont fait ce certificat. Maintenant, c'est les médecins légistes, mais on a essayé un peu de les former. Je trouve que en tant que gynéco, déjà, l'examen, on a des gens qui trouvent que nous, gynécologues ou sages-femmes, on fait des violences en faisant l'examen gynéco. Je trouve que l'examen légal fait par quelqu'un qui n'en a jamais fait, je trouve ça particulièrement agressif. Qu'est-ce que vous avez comme proposition ? Moi, j'avais proposé qu'on fasse avec un médecin légiste qui regarde l'examen fait par un gynécologue ou une sage-femme atraumatique. Oui, vraiment, c'est le problème, c'est trouver la bonne personne. Donc il faut. Non, je vous dis, on a de la chance, on a une pédiatre, médecin légiste, qui s'intéresse au problème et qui travaille à côté de nous. Donc régulièrement, on échange. Mais il y a d'autres équipes où on a des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à ça. On leur demande de certifier des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et donc, il faut collaborer, il faut qu'ils viennent avec nous. Faut qu'on. Mais l'idéal, c'est d'être au même endroit, hein, ça c'est sûr. Hein. Sinon, on a les photos sur le portable. Oui, alors c'est pour rebondir à ce que dit Pierre Marès, puisque je travaille aussi à Nîmes. Et on nous demande parfois, en tant que gynécologue, de faire des certificats de non-excision, par exemple, hein, pour les enfants, etc., comme vous l'avez bien dit. Et à ce moment-là, quel est le poids de ce certificat que l'on fait, alors que ça, on n'est pas justement dans l'unité médico-judiciaire. Je pense qu'il sera refusé par l'OFPRA. Parce qu'ils ont. Donc au départ, Richard, je crois que tu voulais qu'on fasse ce topo pour essayer de changer, parce qu'on trouve ça nous aussi un peu ridicule. On voudrait que ça change ce point-là, parce que je ne vois pas pourquoi on s'est focalisé sur certificat de non-excision qui n'est pas plus important qu'un certificat d'excision, etc. Comme s'il y avait vraiment des choses particulières qui ont découlé de ce certificat. Mais en fait, non.
Moi, je pense que c'est une volonté politique, hein, parce que ça nous est arrivé comme ça un beau jour, là, en octobre. Et tout à coup, certificat de non-excision. Avant, on faisait non-excision, excision dans la même séance. Et puis voilà, c'était très bien. Moi, les non-excisions, je les fais, j'examine, je touche à rien déjà, parce que c'est un enfant. Elle reste dans les bras de sa mère. Et puis, je dis, vous baissez et vous remontez, c'est tout. Je dis, il n'y a pas d'excision. Je n'ai pas besoin d'aller regarder, de toucher quoi que ce soit. Et voilà, le but, c'est de le faire. Bon... Et après, dans mon certificat, alors moi, je ne fais pas de truc officiel, hein, c'est un truc que je fais répétitif, mais je mets la fréquence d'excision dans le pays. Donc, cette fille a été non excisée, elle a 95,3% de risque d'être excisée en cas de retour au pays d'origine, la Guinée-Conakry. J'ai une petite liste avec tous les pays et puis les différentes prévalences. Et puis c'est tout. Du jour au lendemain, ils ont décidé que c'était pas, voilà, fallait donner ça aux médecins légistes qui n'ont rien demandé, je pense. Ils sont bien embêtés avec ça. Et par contre, ça emmerde tout le monde, surtout les migrantes, parce qu'en plus de ça, ils ne font pas le certificat d'excision. Donc il faut aller. Alors c'est bien qu'on est à Rennes, mais quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais, des fois il faut faire 150 km pour aller à l'UMJ. Des fois, on est refoulé parce qu'on ne tombe pas sur la bonne personne. Enfin bref. Donc, pour l'enfant, et puis après pour soi-même, donc il faut retrouver le médecin qui veut bien faire le certif. Donc c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on aimerait faire avec GSF, et puis tous les gens qui s'occupent des MSF, la Maison des Femmes, tout ça, tous les gens, c'est de faire un plaidoyer auprès du ministère de la Santé qu'on en aura un nouveau, peut-être. Ce sera l'occasion peut-être de donner un petit projet, de remettre ça dans le cursus des associations agréées. On ne demande pas que ce soit tout le monde, mais qu'on arrête d'embêter les légistes et qu'on dise, par exemple, Gynécologie sans frontières, Maison des Femmes de tel endroit, Foldes à tel endroit, peuvent faire des certificats d'excision, de non-excision. Puis voilà, quoi. C'est pas grand-chose, mais... Bonjour. Du coup, les certificats d'excision ou non-excision pour les adultes, enfin pour les enfants, c'est pour les médecins légistes, mais pour les adultes aussi? C'est que les médecins légistes qui peuvent le faire? Non. Pour les adultes, on peut le faire. Ah, d'accord. Ouais. Et les certificats d'excision pour les enfants, ah oui, les légistes aussi, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut faire du lobbying pour qu'il y ait une démarche ou de formation des légistes ou alors qu'on ait une concertation entre les deux. Disons que les légistes, je crois que si on leur retire demain, ils ne vont pas s'en plaindre. Hein. Donc le plus simple, ce serait que ça soit effectivement avec les associations. Maintenant, on arrive à en avoir un petit peu partout, mais où il y a des professionnels de santé qui puissent faire les certificats médicaux. Donc, comme on faisait avant, quoi. Eh bien, on va faire une petite pause brève. On reprend à 15h45 pétante.